Sabrina Medjober, bonjour. Bonjour, Merci monsieur Florentin. beaucoup d'être venu chez Boulevard Voltaire. Alors, je rappelle que vous avez des origines kabyles et berbères aussi. Je trouvais ça important de vous inviter parce que vous êtes quelqu'un, je trouve, qui fait honneur en fait à la France dans votre combat, votre attachement, votre amour pour la France. Et parfois, j'ai envie de vous mettre en contradiction avec des personnalités telles que Rima Hassan, dont on voit une forme de détestation de la France, ou une journaliste que vous aviez à juste titre fustigé, Nassira El Moadem, qui officie de temps en temps sur France Inter et qui s'était fait épingler pour un tweet où elle disait « Les Français sont des racistes dégénérés ». D'abord, qu'est-ce qui vous différencie de ces femmes qui, elles aussi, ont des origines étrangères, l'une syrienne, je crois, l'autre marocaine. Vous avez ces origines kabyles et pourtant vous avez été bercée dans l'amour de la France. Qu'est-ce qui vous différencie de ces femmes-là et pourquoi vous aimez tant la France ? Alors, je pense qu'il faut partir du postulat, en réalité, de l'histoire de chacune. Rima Hassan, elle est née dans un camp de réfugiés palestiniens d'origine syrienne, donc dans un bain culturel déjà belliqueux. C'est une situation, je pense, de vie assez difficile, donc on peut imaginer aussi qu'il y ait des schèmes de revanche qui s'inscrivent dans une histoire comme la sienne. Elle est arrivée en France, elle a fait des études de droit. Aujourd'hui, par opportunité politique électoraliste, elle est placée 7e parce que dans la stratégie de la France insoumise, il y a cette volonté de faire une OPA sur le vote communautaire musulman, simplement parce qu'il est mathématique. On a par exemple vu son tweet sur l'Algérie où elle explique que la France doit rendre à l'Algérie ce qu'elle doit lui rendre. Elle le fait sciemment. Pourquoi ? Parce qu'elle sait que la diaspora algérienne est extrêmement nombreuse en France et que donc c'est un calcul cynique, arithmétique, sans embâge en réalité. Nassira El Moadem, elle est née en France. Elle est née en France de parents donc marocains. Et j'imagine, alors je ne sais pas d'où elle vient précisément, mais j'imagine que pareillement, il y a dû avoir un narratif dans son éducation, au sein même de sa famille, une éducation qui est identitaire, c'est-à-dire le primat de la nationalité d'origine sur la nationalité du pays qui t'accueille. Et ce discours-là identitaire qui est très schismatique, vraiment qui scinde le pays d'accueil avec tous ses attributs, c'est-à-dire la vie civique, les mœurs, le rapport égalité homme-femme, la laïcité, et d'autres, encore une fois, dynamiques sociales, eh bien, ne s'entendent pas dans les familles où on éduque les enfants comme dans un clan, c'est-à-dire que tout est vertical, il n'y a pas d'injonction à la singularité, il n'y a pas d'injonction à l'individualité. Vous êtes le substrat d'une communauté, la communauté c'est l'Oumma, c'est la communauté des musulmans, et dans ces années-là où elle a grandi, parce qu'elle n'est pas plus âgée que moi en réalité, elle a été séduite par le discours indigéniste qui a commencé déjà avec SOS Racisme, mais qui s'est phagocyté d'année en année par cette pensée qui a complètement infiltré certains courants de la gauche. Et cette pensée, elle s'appuie sur quoi ? Elle s'appuie sur le décolonialisme, elle s'appuie sur l'indigénisme. Et à l'instar de ce qu'on voit aux États-Unis, qui a commencé à fleurir dans les années 80, c'est-à-dire la fameuse philosophie woke, qui, elle, a trouvé des victimes, le statut moral des victimes par l'esclavagisme, eh bien, ils l'ont décorrélé en Occident par l'aphorisme de « vous êtes des descendants de colonisés, donc vous êtes des colonisés éternels » et la France, et ou l'Occident d'ailleurs, demeure l'éternel bourreau colonisateur. Et malheureusement, cette génération ne s'est pas sortie de cette matrice. Et j'ai bien même l'impression que ça ira de mal en pis, puisqu'avec toute l'exacerbation du conflit israélo-palestinien qui ne fait qu'agiter les passions identitaires, qui ne fait que exalter les tropismes les plus archaïques de détestation de l'autre, on n'est pas prêt de s'en sortir. C'est la raison pour laquelle on a vu ce tweet où elle insulte la France son pays. On a peut-être parfois une double nationalité. J'ai la double nationalité, par exemple, mais ma nationalité algérienne, elle est administrative. Ma nationalité de cœur, c'est la France, c'est ma nationalité française. Et la différence est là, je pense. Je pense qu'il y a dans le monde arabo-musulman aujourd'hui une blessure narcissique très forte, marquée par ce que sont les États arabes,
et ce que c'est Israël. Je ne parle pas de la théologie musulmane et de l'éducation, parce que ça en fait partie, ça fait partie du narratif. Je ne parle pas de ça, je parle simplement d'un point de vue macro-politique. Les régimes arabo-musulmans ne sont que des dictatures ou des théocraties qui ont échappé à l'altérité, qui ont échappé à la modernité, qui ont échappé aux principes même de ce que fonde une nation, c'est-à-dire la citoyenneté, la liberté, l'altérité, l'individualité, tout en respectant évidemment des codes communs. Et le fait qu'Israël soit dans cette région comme une sorte de tumeur en plein Proche-Orient est quelque chose qui pour eux est inacceptable. Inacceptable. Et je pense que c'est la raison pour laquelle ce pogrom a été malheureusement perpétré et qu'on appelle encore. Il y a récemment un membre éminent du cabinet de l'Émirat du Qatar qui a annoncé ça. Et donc les réverbérations en Occident ne sont pas du tout prêtes malheureusement de se réduire parce que le conflit, vous avez vu ce qui s'est passé à Rafah, ne fait qu'exacerber les tensions identitaire. Donc, tant que ce conflit ne sera pas résolu, et ça va être très compliqué de le résoudre parce que ça dépasse même le Quai d'Orsay, en réalité, je pense que la situation, mais vraiment partout en Europe, ne fera que, malheureusement, s'aggraver. S'aggraver pourquoi? Parce qu'ils ont aujourd'hui, les frères musulmans, infiltré beaucoup de nos institutions, quel que soit le pays. Quand on voit ce qu'est, par exemple, devenu la Belgique, l'Allemagne, là, ils ont tenté encore récemment de faire une offensive en prenant un État califal. Aux États-Unis, pareil, ça me semble très, très compliqué. En France, on a quand même un ministre de l'Intérieur qui opère de façon à calmer ces tensions. Mais vous avez vu le parti de la France insoumise, comme de toute façon c'est leur objectif. L'objectif, c'est même plus la conflictualisation dont il parlait encore une fois hier dans les médias. Son objectif, c'est réellement la radicalité chez les musulmans pour voter pour lui. C'est plus simplement, je vise les musulmans comme un bloc monolithique parce que je pense que tous les musulmans sont autopratiquants de la même manière. Pas du tout. Là, il a bien compris déjà qu'il y avait des listes dissidentes parce que précisément, la France insoumise n'est pas assez radicale dans la lutte pour les deux États ou la paix en tout cas. Mais en plus, il fait vraiment... il sait qu'il ne lui reste plus que cette frange-là d'islamistes, et pas des moindres, sur lesquels il peut parier aujourd'hui. On va essayer de garder espoir quand même. Oui. On enverra un exemplaire de le dévoilement français. Je rappelle votre nouvel essai aux éditions du Lys Bleu. On l'enverra à Nassira El Mouadem et Rima Hassan. Peut-être que ça leur fera changer d'opinion et aimer un peu davantage la France. Je ne pense pas que Nassira El Mouadem lise mon ouvrage, sachant qu'elle a fait partie d'une des personnes qui ont été... qui ont pris partie prenante à, vous savez, ce qu'on appelle les shitstorms, après le 7 octobre, où j'avais simplement énoncé les chiffres du ministère de l'Intérieur. Mais vous voyez, cette logique clanique-là, en fait, c'est ça qu'il faut déverrouiller. Parce qu'à partir du moment où vous extirpez du carcan, à partir du moment où vous n'êtes plus un substrat, là, il y a conflit de loyauté, trahison culturelle, brisure du culte des siens, qui méritent la mort. Alors que ce soit la mort médiatique, la mort sociale ou la mort physique, ils sont malheureusement imprégnés, encore une fois, de ces tropismes archaïques. Et c'est ça qui est dommage. Si les mesures que le gouvernement va mettre en place quand le nouveau Front populaire aura gagné les élections en alliance avec le parti de Macron. La première mesure sera la régularisation de tous les sans-papiers, y compris les fichiers S, et ce sous OQTF. Cette décision vise à offrir une chance égale à tous les résidents du pays. En parallèle, la police sera désarmée et les effectifs réduits dans le but de promouvoir l'égalité entre les citoyens et de limiter les abus de pouvoir. Le SMIC sera augmenté à 1 600 € net afin de renforcer le pouvoir d'achat des travailleurs. Cette augmentation s'accompagnera d'une revalorisation significative des aides sociales avec une attention particulière portée aux APL, allocations au logement, pour garantir un logement décent à tous. La loi immigration sera abrogée, marquant un retour à une politique plus inclusive. Enfin, la réforme des retraites sera annulée, rétablissant l'âge de départ légal à 60 ans. Plutôt pour ou contre ces mesures? Dis-le moi dans les commentaires.